Bonjour, donc Jean-Christophe Robert de l'association Filière Paysanne, qui n'est pas un syndicat agricole, mais qui est une association en fait, de consommateurs qui souhaitent s'approvisionner auprès d'une production justement de type agriculture paysanne avec toutes les valeurs que ça représente, hein, qui ont été déjà préalablement évoquées. Donc, du coup, j'interviendrai plus sur des aspects, on va dire, assez pratico-pratiques, notamment sur un aspect plus spécifique qui est la restauration en domicile. Mais pour ça, je vais quand même essayer d'ancrer mon intervention sur la problématique d'aujourd'hui, les systèmes alimentaires territoriaux, et notamment les PAT, qui sont donc les projets alimentaires territoriaux, donc qui sont l'outil opérationnel, hein, en fait, au service de ces systèmes alimentaires territorialisés. Donc, les PAT ont été mis en place dans le cadre de la loi d'avenir agricole, notamment par le travail de deux parlementaires que sont donc la députée de la Dordogne Brigitte Allain et le sénateur du Morbihan Joël Labbé, et qui, dans leur grande sagesse, ont plutôt envisagé que ces outils-là, ces projets alimentaires territoriaux, soient essentiellement mis au service de l'échelon communal et intercommunal. Donc, que ce soit effectivement des communes directement, des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, éventuellement même des PNR, donc des parcs naturels, des syndicats intercommunaux, mixtes. Enfin, en tout cas, de pouvoir ancrer à l'échelle donc communale ou intercommunale cette logique relativement locale, puisqu'on parle bien effectivement de relocaliser l'alimentation. Et c'est doublement intéressant, non seulement par rapport à cette échelle de proximité, mais aussi par rapport aux leviers dont disposent effectivement ces acteurs communaux ou intercommunaux. Donc on a parlé de la question du foncier déjà, qui est essentielle. On sait qu'effectivement les collectivités communales, intercommunales ont la compétence d'urbanisme, donc c'est elles qui décident si une terre sera bétonnée ou si elle sera cultivée. C'est elles qui peuvent aussi, en lien avec la SAFER, pouvoir animer quelque part ce travail hein, autour de la valorisation du foncier. C'est pas le tout de dire bon ben voilà on veut que ça reste agricole au travers d'un zonage, dans un plan local d'urbanisme. Il faut aussi mettre en place des outils pour quelque part préempter des terres agricoles lorsqu'elles sont vendues par exemple, ou faire du regroupement foncier, ce qu'on appelle de l'animation foncière. Et donc c'est vrai que ce travail en lien avec les SAFER est très important. Donc les communes ont cet outil qui est essentiel, et puis elles peuvent aussi travailler à de la mobilisation de capitaux, et notamment de capitaux citoyens, par exemple en lien avec Terre de Liens. Si on prend le cas donc, des jonquières à Aubagne qui a été cité tout à l'heure par Philippe, c'est vrai que Terre de Liens a participé au montage financier. Donc du coup, l'épargne citoyenne a été aussi mobilisée pour alimenter une population locale qui souhaite mettre son argent au service de sa résilience alimentaire. Donc ça c'est effectivement un outil qui n'est pas des moindres que les communes ont dans leurs mains, mais ce n'est pas le seul. Elles peuvent aussi accompagner l'installation au travers notamment de tout ce qui est développement de pépinières ou de couveuses agricoles. Donc ça c'est intéressant, et puis là elles ont le levier foncier pour le mettre à disposition. Donc du coup c'est effectivement on va dire une des cordes qu'elles ont à leur arc. Elles peuvent soutenir les circuits courts aussi, au travers, pourquoi pas, d'installations de marchés ou de halles producteurs, on en a parlé. Nous, à Filière Paysanne, on développe les épiceries paysannes, et donc s'il y a des élus dans la salle qui sont intéressés pour créer de l'emploi local et de l'approvisionnement de proximité au travers de cet outil, voilà, on est tout à fait à leur disposition. Elles peuvent également, ces communes, appuyer d'autres circuits, hein, que sont notamment les points de vente collectifs, les réseaux de vente par panier. Enfin, il y a de plus en plus effectivement d'initiatives qui se développent, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maires et de conseillères et conseillers municipaux qui sont à l'écoute, et tant mieux. Même si ça n'a pas encore assez loin Philippe, et qu'il faut qu'effectivement on réunisse et on mette tout ça en synergie. Ensuite, un autre levier, c'est celui sur lequel je vais davantage mettre l'accent, qui est vraiment un levier important, on va dire, qui est dans les mains des communes, c'est la question de la commande publique au travers de la restauration hors domicile. Alors c'est vrai aussi hein, des départements avec les collèges, c'est vrai aussi des régions avec les lycées, mais c'est vrai que les communes qui ont en charge l'approvisionnement des cuisines centrales, que ce soit pour la restauration des primaires, voire éventuellement pour des maisons de retraite, des centres sociaux et autres collectivités, ont par ce biais-là un moyen très important de soutenir la filière. Parce que ce n'est pas le tout de préserver des terres agricoles. S'il n'y a pas derrière d'agriculteurs qui trouvent une viabilité économique au travers de canaux rémunérateurs, eh bien c'est super, on préserve de la friche, et tant mieux pour les générations futures, parce qu'un jour ces friches seront utiles, mais si on peut faire en sorte que les générations actuelles en profitent aussi, à savoir déjà nos bambinos, eh bien ce sera effectivement doublement précieux.
Donc par rapport à ça, si vous voulez, pour développer cette commande publique, c'est-à-dire l'approvisionnement de nos cantines, on se heurte à plusieurs freins, et donc qui dit frein dit recherche de levier. Donc les freins qu'on peut déjà identifier, c'est le frein juridique, c'est-à-dire que pour mettre en place un marché public, pour donc organiser cet approvisionnement d'une cantine scolaire, c'est relativement complexe, et souvent, parce que l'Europe est dans une logique libérale d'ouverture des marchés, il est difficile de mettre en avant la production locale. Donc par rapport à cela, face à ce frein, levier, l'ARP, l'agence régionale, l'agence régionale pour l'environnement, merci, a fait un travail très intéressant avec le cabinet LexCase sur effectivement tous les outils qui peuvent aider à mettre en place de l'approvisionnement local. Et donc là, moi je vous inviterai en tant que citoyen, acteur de la société civile sous toutes ses formes, élu, technicien, à effectivement vous rapprocher de ce travail parce qu'il est extrêmement précieux. Ensuite, il y a un autre levier qui est le levier logistique. C'est vrai que ce n'est pas évident pour un agriculteur de se déplacer pour 3 caisses de salade, et ce n'est pas évident pour un restaurateur en restauration collective de commander 20, 30 caisses de salade en même temps, puisqu'il y a aussi voilà, des volumes qui sont à respecter. Donc il y a besoin de regrouper les flux, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas l'agriculteur qui d'un côté amène ses salades, l'apiculteur qui amène son pot de miel, et puis l'éleveur qui amène son fromage, mais qu'il y ait un regroupement, une mutualisation. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'était Jean-Louis qui en a beaucoup parlé, cette question de la dynamique collective, de la mutualisation entre les acteurs de petite échelle, pour pouvoir effectivement, quelque part, entre guillemets, massifier, rationaliser ce flux et faire en sorte que la logistique ne soit plus un frein. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à un certain nombre d'acteurs en lien avec l'Observatoire des circuits courts, feu le, malheureusement, Observatoire des circuits courts, Donc en tout cas, on sait que par ce biais-là, on a pu se rassembler entre plateformes, notamment la plateforme paysanne locale d'Aubagne, avec laquelle personnellement je travaille plus spécifiquement, mais d'autres plateformes qui existent en PACA, pour voir comment est-ce qu'on regroupe ces flux, non seulement à l'échelle locale, mais comment est-ce qu'on bénéficie aussi de la complémentarité entre les différents territoires de la région PACA. Comment, par exemple, est-ce qu'on travaille avec les producteurs de fromage ou de viande du 0,5 et du 0,4 et comment eux peuvent travailler aussi avec nos produits fruits et légumes, par exemple, que l'on produit fortement dans le département des Bouches-du-Rhône ou, par exemple, le Vaucluse. Donc, par rapport à ça, effectivement, on voit qu'il y a aussi des leviers, mais on se heurte encore à un autre frein qui est vraiment le frein sur lequel je voudrais mettre l'accent le plus, c'est la question du budget. C'est-à-dire que non seulement, c'est bien de pouvoir préserver des terres agricoles pour produire localement, c'est bien de pouvoir avoir des outils juridiques qui permettent de mettre en place des marchés publics et de pouvoir s'approvisionner à partir de ces terres locales. C'est bien d'avoir des outils logistiques qui permettent de pouvoir assurer l'approvisionnement. Après, il faut effectivement que ça rentre dans les contraintes budgétaires des communes et donc des collectivités, des restaurants collectifs qui sont conditionnés en fait, par ces budgets communaux. Donc là, par rapport à ça, en fait, ce dont on s'aperçoit quand on discute avec les acteurs de la filière, les petits comme les gros, y compris les Canavès, Pomona et compagnie, c'est qu'effectivement, les marges sont très très restreintes, parce que le prix d'achat, c'est à peu près aux alentours de 2 € de coût d'achat de matières premières pour la réalisation d'un repas en restauration collective. Et donc, ça ne permet pas forcément de pouvoir privilégier et la qualité et la proximité. On revient sur ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. Par exemple, au marché aux mines des Arnavaux, eh bien, c'est sûr qu'entre 2 € la courgette provençale et 1 € la courgette espagnole, eh bien, un restaurateur collectif avec un petit budget va partir sur la courgette espagnole. Donc là, il y a un axe de réflexion qui est en train d'émerger actuellement, qu'on a un certain nombre d'acteurs à mettre en avant, c'est le fait de réfléchir sur est-ce qu'il est pertinent qu'en restauration collective, on introduise systématiquement dans chaque repas une protéine animale de type carné, que ce soit de la viande ou du poisson, ou même du fromage, dont la surconsommation n'est pas forcément souhaitable, puisque c'est ce qui coûte le plus cher, finalement, dans l'achat des matières premières alimentaires pour la restauration collective. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de réduire cette part de protéines animales au bénéfice des protéines végétales? Et je pense que Denis Léron aura l'occasion de nous parler de tous les bénéfices de la diète méditerranéenne que cela peut engendrer. Ça serait intéressant à plusieurs titres. Alors déjà, sur le plan nutritionnel, on sait qu'effectivement, c'est souhaitable. Sur le plan écologique, on sait que la production de protéines animales consomme beaucoup plus d'énergie, consomme beaucoup plus d'eau. En France, elle est alimentée par une grande majorité
de protéines animales, de protéines végétales, pardon, à savoir du soja qui vient principalement d'Amérique, enfin des États-Unis, du Brésil, de l'Argentine, principalement soja OGM qui se fait au détriment de la déforestation. Et en plus, si on réintroduit dans notre, on va dire dans notre logique agricole nationale, dans notre politique agricole nationale, ces protéines animales, eh bien, on permet de capter l'azote de façon naturelle plutôt que d'avoir à acheter du gaz naturel à la Russie ou à la Norvège pour produire de l'azote de synthèse, puisque effectivement les protéines animales captent l'azote atmosphérique de façon naturelle. Donc par rapport à ça, effectivement, on voit qu'il y a un bénéfice à la fois écologique, agronomique, en plus du bénéfice sanitaire. Au-delà de ces bénéfices-là, il y a aussi un bénéfice qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a de plus en plus de clivage alimentaire au sein de nos cantines, entre la consommation de porc, de non-porc, la consommation de produits halal, non halal, et que bien souvent, ça crée des tensions entre les gamins, aussi parce que quelque part, la façon dont c'est traité par certains responsables de cantine, certains responsables pédagogiques, mais se dire, il y a d'un côté les porcs et il y a d'un côté les non-porcs, par exemple. Je suis désolé, je mets les pieds dans le plat, mais c'est le cas de dire. Mais c'est un sujet qui fait tension, et c'est vrai que la consommation de viande, du coup, génère ce genre de choses. À chaque fois qu'on peut éviter de systématiquement consommer des plats carnés, eh bien, on ne se retrouve pas face à cette problématique de clivage qui est quand même une problématique relativement problématique, c'est le cas de dire. Donc, par rapport à tout ça, effectivement, on voit que non seulement ça permet de réduire le coût de l'achat de nos repas, mais ça génère en plus de multiples bénéfices complémentaires. Et si on réduit le coût de nos repas, ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on achète des protéines animales, puisque l'idée c'est pas de dire on va passer à des repas véganes, mais de le faire de manière plus limitée, on peut du coup privilégier des filières locales, notamment par exemple sur le 0,4 et le 0,5. Donc faire travailler des producteurs locaux avec une viande de qualité qui sera meilleure pour la santé des gamins qui les mangeront. Et par ailleurs, on peut aussi allouer une part des économies qui sont générées pour de l'achat de produits locaux, notamment en fruits et légumes, ce qui est hautement sain pour notre alimentation et celle de nos gosses. Donc du coup, quelque part peut-être pour apporter une conclusion, parce que je ne sais pas où j'en suis du timing, ce qui serait intéressant, c'est de s'appuyer sur cette dynamique communale, puisque ce sont les communes qui ont cette capacité, les communes et les intercommunalités, à pouvoir quelque part être un petit peu chef de file, être un petit peu tête de pont sur ce levier d'action-là, et de s'appuyer bien entendu sur la dynamique des SAT et des projets alimentaires territoriaux qui sont en train d'émerger. Donc localement, on sait qu'il y a une perspective, en tout cas une réflexion en cours autour d'un projet alimentaire territorial à l'échelle de la métropole, voire peut-être du département, ce qui serait extrêmement porteur, qui pourrait être un territoire pilote dans ce sens-là, sur ce domaine effectivement de réintroduction plus massive de protéines végétales dans nos repas. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit alimenter une réflexion beaucoup plus large, à une échelle donc régionale et voire au-delà. Et peut-être pour terminer, il me semble aussi que ce qui est très important si on veut aller dans ce sens, c'est de vraiment travailler avec les parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, quand des chefs de cuisine essayent d'introduire des repas végétariens, ils se heurtent souvent à la réticence des parents d'élèves qui disent oui, mais bon, c'est important que l'enfant ait systématiquement une viande ou un poisson à chaque repas. Et là, je pense que des pédagogues, quelque part, je tends la perche un petit peu à Denis Léron, sur ces sujets, ont beaucoup à nous apporter. On a besoin d'avoir un argumentaire, on a besoin d'intervenir auprès à la fois des restaurateurs, mais surtout des parents d'élèves et des gamins eux-mêmes, pour que la discussion se fasse avec eux et que quelque part cela se construise de façon vraiment collective, de manière ascendante, et plutôt que le contraire. Et je pense qu'on rejoint pleinement les éléments qui caractérisent un SAT, c'est-à-dire une dynamique de concertation et finalement de démocratie alimentaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.